Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes, au fond? Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un des processus les plus puissants et pourtant invisibles qui nous façonnent, la socialisation. C'est en quelque sorte le mécanisme qui transforme un individu en membre d'une société. On s'est forcément déjà posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on aime le rap plutôt que l'opéra? Qu'on rêve de devenir astronaute ou artisan? Qu'on vote à gauche ou à droite? Tous ces choix, on a l'impression qu'ils sont purement personnels, n'est-ce pas? Mais le sont-ils vraiment? Eh bien la réponse, aussi surprenante soit-elle, se cache dans une sorte de manuel d'instruction invisible que la société nous donne dès la naissance. Et voilà, ce manuel d'instruction invisible, ce code qui guide nos actions sans même qu'on y pense, c'est précisément ce que les sociologues appellent la socialisation. Alors décortiquons un peu ça. C'est un processus, donc ça veut dire que ça dure toute la vie. Mais le mot vraiment crucial ici, c'est intériorise. On n'apprend pas seulement les règles, on les absorbe, on les fait nôtres, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature, de vrais réflexes. C'est ça qui nous permet de vivre ensemble sans avoir à réfléchir à chaque geste. Ce processus, il se déroule en deux grandes étapes. D'abord, il y a la socialisation primaire. Ça, c'est pendant l'enfance. C'est la famille et l'école qui posent les fondations, le socle de notre identité. Et puis, il y a la socialisation secondaire, qui nous accompagne tout au long de la vie d'adulte, nous adaptant sans cesse à de nouveaux mondes, le travail, les cercles d'amis et bien sûr, l'énorme influence des médias. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on apprend? Essentiellement deux choses. D'un côté, les valeurs. Ça, ce sont les grands idéaux d'une société, comme le respect, la solidarité. C'est le pourquoi on doit agir d'une certaine façon. Et de l'autre, les normes. Là, c'est le concret, les règles du quotidien. C'est le comment on applique ces valeurs. Dire bonjour, ne pas couper la parole, s'arrêter au feu rouge. Bon, pour que ce soit plus clair, voyons un exemple très puissant de socialisation en action. Prenons une chose qui nous semble profondément naturelle. Être un homme ou une femme. Et si tout ça, en fait, n'était qu'une construction? Cette phrase, devenue iconique de Simone de Beauvoir, a absolument tout changé. Attention, elle ne nie pas la biologie, bien sûr. Ce qu'elle dit est beaucoup, beaucoup plus profond. Voilà ce que ça veut dire. La douceur, l'agressivité, l'intérêt pour la mécanique ou pour les enfants, bref, tous ces traits qu'on colle à l'étiquette féminin ou masculin ne sont pas inscrits dans nos gènes. Ce sont des comportements qui sont appris, encouragés et parfois même imposés par la société. Et ce, dès notre premier jour. Alors, comment ça marche concrètement? C'est simple. Imaginez deux bébés. L'un est identifié comme une fille, l'autre comme un garçon. Eh bien, leur socialisation va être complètement différente dès les premiers instants de leur vie. C'est ce qu'on appelle la socialisation différenciée. Des études très sérieuses montrent que, souvent sans même s'en rendre compte, les adultes vont pousser les garçons à bouger, à être forts, à explorer, à prendre des risques. Pour les filles, en revanche, on va davantage stimuler le langage, valoriser la douceur et commenter l'apparence. Ces toutes petites différences, répétées des milliers de fois, finissent par créer des personnalités et des compétences bien distinctes. Et des preuves de ça, il y en a partout. Pensez aux contes de fées. Le prince est toujours actif, courageux, il part à l'aventure, tandis que la princesse, elle, attend passivement qu'on vienne la sauver. Ou encore les travaux de l'anthropologue Margaret Mead. Elle a montré que ce qui est considéré masculin dans une culture peut être vu comme féminin dans une autre. C'est bien la preuve ultime que le genre est une construction culturelle. Maintenant, au-delà du genre, il y a une autre force invisible qui nous façonne de manière tout aussi puissante, notre point de départ dans la vie. Autrement dit, notre milieu social. On touche ici au concept de déterminisme social. L'idée, ce n'est pas que tout est joué d'avance, attention. C'est que la famille dans laquelle on est va influencer massivement nos chances, nos goûts et même nos opinions politiques. Prenons un exemple tout simple, le sport. Les chiffres sont parlants. 2 tiers des cadres pratiquent un sport régulièrement contre seulement 1 tiers des ouvriers. Ce n'est pas du tout un hasard. C'est le reflet de différences de moyens, de temps bien sûr, mais aussi d'habitudes et de valeurs qui sont transmises par la famille. Et en politique, c'est encore plus frappant. Regardez ce chiffre, 71%. C'est énorme. Près de 3/4 des enfants finissent par adopter une orientation politique très similaire à celle de leurs parents. En fait, notre première éducation politique, elle se fait à la table du dîner. Pour bien comprendre ce mécanisme, le sociologue Pierre Bourdieu a développé une théorie qui est devenue incontournable, celle des 3 capitaux. Il explique qu'au-delà du capital économique, l'argent, le patrimoine, les familles transmettent aussi un capital culturel, le langage, les connaissances, les codes, et un capital social, c'est-à-dire un carnet d'adresses, un réseau. Et c'est justement la combinaison de ces capitaux qui explique en grande partie ce qu'on appelle la reproduction sociale. Le système n'est pas neutre.
Les enfants des milieux favorisés héritent d'un capital culturel qui correspond pile à ce que l'école attend et valorise, ce qui leur donne un avantage immense. Au final, ce n'est pas qu'une question de talent individuel, mais aussi de maîtrise des codes. Alors, la grande question, si notre genre et notre classe sociale nous influencent à ce point, est-ce qu'on est juste des marionnettes, des sortes d'automates programmés? Pas exactement. En fait, la première étape pour gagner en liberté, c'est de comprendre les règles du jeu. Et voilà le point crucial à retenir. Prendre conscience de la socialisation, ce n'est pas se dire que nos choix ne comptent pas. Au contraire, c'est admettre que ces choix se font dans un cadre précis, avec des cartes qui nous ont été distribuées à la naissance. C'est simplement reconnaître la puissance de ces apprentissages invisibles qui ont en partie forgé nos désirs et nos ambitions. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, une question ouverte. Maintenant qu'on voit un peu mieux les fils invisibles qui nous guident, maintenant qu'on comprend les règles de ce grand jeu social, est-ce qu'on a le pouvoir de jouer différemment? Et peut-être même de changer les règles elles-mêmes? La réflexion est lancée.